Quand j'étais petit, McLaren, c'était ça. Mais McLaren, c'est aussi ça. McLaren, c'est aussi lui, et dernièrement, McLaren, ça a été plutôt ça. Aujourd'hui, on va donc revenir sur l'annonce du nouveau partenariat entre McLaren et Mercedes pour 2021 et comprendre pourquoi ce choix peut s'avérer payant. McLaren est une des écuries les plus mythiques de la Formule 1 et elle est encore en activité aujourd'hui, tout comme Williams et Ferrari. C'est la deuxième la plus titrée de l'histoire derrière le cheval cabré et elle a vu passer presque tous les plus grands talents que le sport automobile ait connus. Jody Scheckter, Emerson Fittipaldi, James Hunt ou encore les Lauda, Prost, Senna, Hakkinen, Raikkonen et Hamilton pour ne citer que. Ron Dennis fut celui qui a donné toute l'envergure que l'on connaît aujourd'hui à McLaren de 1980 à 2016. C'est un patron tout aussi légendaire qu'un Jean Todt, un Flavio Briatore ou un certain Bernie Ecclestone. Bref, lorsque l'on prononce McLaren, on pense beaucoup à sa légende, son histoire propre à elle et à la culture anglo-saxonne du sport auto, culture qui tranche avec la légende Ferrari, peut-être plus sanguine et moins rationnelle que l'écurie de Woking. Mais une légende, ça se construit, ça s'entretient et ça se travaille. Et à elle toute seule, elle ne vous fait pas gagner. La dernière fois qu'une McLaren a été sur la plus haute marche du podium, c'était en 2012, avec le plus britannique des champions du monde moderne, Jenson Button. C'était il y a déjà plus de 7 ans. Le dernier podium d'une McLaren remonte à début 2014, encore avec Jenson Button, mais surtout avec Kevin Magnussen. Et oui, on a beau lui jeter des pierres, il compte un podium en Formule 1 et qui plus est, marqué dès son premier Grand Prix, c'était il y a déjà plus de 5 ans. Mais tomber dans les abysses de la Formule 1 peut se faire du jour au lendemain, et cela avait commencé dès la fin 2012, McLaren était reparti d'une page blanche pour construire sa voiture de 2013, alors que la réglementation allait changer en 2014. Et il sortait d'une saison 2012 avec une des meilleures voitures du plateau. 2013 fut donc la pire saison de McLaren depuis 1980. Hamilton partit chez Mercedes cette année-là, leur sponsor principal Vodafone ne voulut pas reconduire leur contrat, et Ron Dennis annonça mettre fin au partenariat avec Mercedes pour prendre Honda en 2015. Ron Dennis a toujours été en faveur d'avoir un motoriste exclusif pour son écurie, et c'est ce qu'il recherchait avec Honda. Ajoutez à cela le retour d'Alonso qui a raté par 2 fois la couronne mondiale chez Ferrari sur 5 ans, vous avez du pain béni entre les mains pour tout le service marketing et communication de McLaren. Le pilote espagnol était celui qui détenait les clés du marché des transferts fin 2014. En bloquant son baquet chez Ferrari, il pouvait faire levier et faire monter les enchères. Mais il s'est fait avoir par Vettel et Ferrari qui ont signé plus tôt que ce à quoi s'attendait l'Espagnol. N'ayant plus de levier politique, il fut presque forcé, entre guillemets, de prendre le projet McLaren Honda pour rester en Formule 1. Bref, fin 2014, on se dit que l'on va avoir une très belle saison 2015 avec des Mercedes qui s'arrachent les victoires, un retour de Ferrari avec Vettel et la renaissance de McLaren Honda avec Alonso. Ça ne pouvait annoncer que du spectacle sur le devant de la grille. Mais c'était sans compter l'aveuglement de croire une histoire sans l'avoir écrite et c'est exactement ce qu'a fait McLaren. Croire ce que les médias racontent et plus particulièrement leur département marketing, comme si tout le travail avait déjà été effectué. J'ai nommé Alonso plus Honda égale succès immédiat. Et donc s'en est suivi la période la plus douloureuse pour McLaren depuis probablement sa création. J'ai nommé les saisons 2015, 2016, 2017 et surtout 2018. D'abord, le coup de massue de 2015 avec une des pires voitures du plateau, juste devant Marussia. Honda, lorsqu'ils sont revenus en Formule 1, avait 2016 en tête pour commencer à être performant. Ce n'était pas spécialement au goût de McLaren qui voulait gagner rapidement, ni d'Alonso qui a eu du mal à cacher sa frustration. Puis 2016 s'annonce effectivement beaucoup mieux, avec une 6e place finale et des résultats plutôt encourageantes malgré une belle boîte pour Alonso, il y a du mieux. Et là, catastrophe en 2017. Honda redessine complètement son moteur à la demande de McLaren, passant d'un moteur très compact à un moteur façon Mercedes, dont l'architecture n'est pas bien comprise par les Japonais. Résultat des courses, problème de fiabilité dans tous les sens et un déficit de 30 km/h rien qu'en ligne droite. Fin du partenariat avec Honda au bout de 3 saisons pour aller se fournir chez Renault pour les 3 suivantes. La réglementation de la FIA impose qu'un constructeur ne puisse motoriser pas plus de 3 équipes,
ce qui ferme la porte de chez Ferrari et Mercedes. La très courte série documentaire sur McLaren par Amazon Prime, nommée Grand Prix Driver, atteste particulièrement de la différence de culture et d'entente entre les Britanniques et les Japonais dans ce projet McLaren-Honda. C'est à regarder impérativement. Le problème ne venait pas forcément que des difficultés de Honda à concevoir un moteur V6 turbo-hybride de Formule 1. Porsche et d'autres s'y sont frottés et ont jeté l'éponge avant même de faire rouler leur moteur. Les difficultés venaient aussi de l'impatience de McLaren, probablement aussi d'Alonso de se retrouver à la bataille avec les top teams. McLaren voulait avoir la liberté de faire un châssis à sa convenance et c'était à Honda de faire en sorte que le moteur s'y intègre parfaitement. Et puisque l'intégration du moteur était particulièrement difficile, tout le monde se disait que ça venait du moteur et non pas du châssis. Et alors on oublie de remettre en question le travail sur le châssis. On peut se retrouver alors dans une situation similaire où un aveugle dicte à un sourd comment faire parler un muet. Comprenez, en caricaturant, un constructeur de châssis dicte comment faire un moteur à un motoriste. Sauf que pendant ces 3 saisons avec Honda, McLaren a toujours dit que le problème venait du motoriste japonais et en aucun cas de leur châssis et du travail effectué à l'usine de Woking. Ils vantaient même les mérites d'un châssis aussi performant que celui de la Red Bull. Ce nouveau partenariat avec Renault permettait donc de voir ce que valait le châssis de McLaren en comparaison directe avec celui de la Red Bull équipé du même moteur. J'annonce, coup de pied latéral en pleine face. 2018 voit un deuxième coup de massue et probablement le plus violent de mon point de vue. 4 victoires, 13 podiums pour Red Bull contre une 5e place en meilleur résultat pour McLaren. Ce n'est plus une douche froide, c'est une véritable humiliation pour toute l'entreprise. J'annonce. C'est donc avec cet électrochoc que le monde prend conscience de ce qu'il se passait derrière les portes de l'usine entre McLaren et Honda. Surtout que Toro Rosso marque 33 points avec Honda cette année-là. Les Nippons vont même réussir à convaincre la grande sœur Red Bull de devenir leur motoriste pour 2019 à la place de Renault. Il fallut donc un changement radical dans l'entreprise. McLaren n'avait plus le choix que de se remettre en question et de changer leur approche et leur méthode de travail. Il y eut une prise de conscience que la légende marketing imaginée en 2015 n'était pas la réalité, bien loin de là. Mais une écurie mythique, c'est un constructeur de châssis qui a derrière lui un partenaire moteur d'envergure mondiale. Dans les années 2000, on avait 7 fournisseurs moteurs différents pour 11 écuries. Williams avait son propre constructeur avec BMW, McLaren avec Mercedes, BAR avec Honda, Jaguar avec Cosworth ou Jordan et Minardi avec Ford. Et je n'ai pas cité les constructeurs en la présence de Ferrari, Renault et Toyota. Bref, avoir un motoriste exclusif était la méthode pour essayer d'être compétitif. Puis construire un V10 ou un V8 dans ces années-là n'était probablement pas aussi complexe que le V6 turbo hybride d'aujourd'hui. Williams et McLaren n'ont jamais construit de moteur, mais ont souvent excellé dans leur châssis. Ils auront donc toujours besoin d'un partenaire moteur d'envergure dédié pour jouer la gagne en Formule 1. Mais aujourd'hui, comment faire quand 3 des 4 motoristes sont aussi vos concurrents sur la piste et que vous venez de virer le seul qui ne peut justement pas en être un ? Comment faire quand justement peu de constructeurs sont intéressés par votre catégorie car trop cher, trop complexe et bientôt obsolète. Outre l'avenir qui s'annonce probablement plus sombre qu'on ne le pense, être une écurie de F1 indépendante aujourd'hui vous assure de vous battre une fois de temps en temps pour un podium dans le meilleur des cas. Red Bull est en train de réussir ce que McLaren voulait faire et où ils ont échoué. Être indépendant avec un motoriste exclusif paraît une nouvelle fois être la bonne méthode. Et donc logiquement McLaren a signé avec probablement le meilleur motoriste du plateau. Oui, Mercedes sont les meilleurs pour l'instant puisque leur moteur est légèrement en dessous de celui de Ferrari, mais il est extrêmement fiable. Comme dit le dicton, if you want to finish first, you have to finish. Il fallut tout de même l'accord de la FIA pour que Mercedes ait le droit de motoriser McLaren en 2021. Renault se retrouvera donc seul et c'est la première fois qu'un constructeur est présent en Formule 1 sans motoriser une autre équipe depuis BMW en 2009. L'occasion pour Renault de se concentrer exclusivement sur sa voiture sans se disperser, ce qui l'avait fait gagner les titres en 2005 et 2006. Mais retournons à nos McLaren. Avoir une McLaren propulsée par un moteur Ferrari peut faire tâche puisque McLaren vend aussi des voitures qui sont justement concurrentes de Ferrari. Bref, ça le fait pas trop et à part la Project One, c'est déjà bien plus cohérent d'aller chez Mercedes. Mais aller chez Mercedes représente effectivement un risque et McLaren ne gagnera probablement pas d'entrée de jeu, voire ne gagnera pas tout court tant que Mercedes aura son écurie en Formule 1. Il y a un autre risque pour McLaren, c'est de retomber dans ses travers d'après Honda.
Encore une fois, ils vont se retrouver dos au mur et on va les comparer directement avec les sextuples champions du monde, comme on l'avait fait avec Red Bull. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris, puisque comme l'a indiqué Andreas Seidel, l'actuel team manager, ils ne pourront plus se cacher. Cela permet de changer l'état d'esprit d'un groupe de personnes, et là on parle d'une entreprise entière sur l'approche de leur boulot. Et cet état d'esprit, on le sentait pas vraiment pendant la période Honda. Et depuis l'arrivée de Sainz et Norris, on sent une équipe qui est apaisée, heureuse dans son travail, un minimum stable, et qui accepte la réalité d'être une équipe de milieu de grille avec de l'ambition. Et cette année, McLaren a franchi un sacré gap dans la sortie de ces vieux démons. Ils ont franchi la barre des 100 points depuis leur saison 2014. Bref, la direction est clairement la bonne. Mais l'idée derrière, dans la tête de Zak Brown, le président de McLaren, va un peu plus loin que de pouvoir se comparer à Mercedes. Le V6 turbo hybride est fait pour durer encore une petite dizaine d'années. Mais une fois qu'il faudra changer de réglementation moteur, McLaren espère bien être suffisamment sexy pour attirer son propre motoriste et avoir une véritable chance de jouer la gagne de manière indépendante. Et on en revient à ce que voulait Ron Dennis avec Honda en 2015, simplement il faudra le moment voulu, ne pas se monter la tête et garder les pieds sur terre pour ne pas partir dans la mauvaise direction et les travers qu'ils ont connus. Mais avant que cela se produise, il y a une quantité de facteurs qui vont influencer sur ce futur très incertain. Combien de temps Mercedes va accepter de débourser des centaines de millions d'euros dans une technologie qui n'est pas dans le futur de leur marque? Quel sera ce nouveau règlement moteur dont il faudra un jour se mettre à penser, etc., etc. Le partenariat scellé entre McLaren et Mercedes est une bonne nouvelle à court terme pour l'écurie britannique, mais le signe d'un énorme échec du règlement 2014 de Formule 1. Avant, pour gagner, il fallait faire différemment. En 1977, Renault vient en Formule 1 avec un moteur complètement différent et révolutionnaire, le V6 turbo. C'est d'abord la catastrophe, comme avec McLaren et Honda récemment, puis en 1979, c'est la délivrance. Ils gagnent leur premier Grand Prix, ils ont mis moins de 3 ans. McLaren a tenté cette approche, probablement pas de la bonne manière, et s'est cassé les dents. Il a fallu 5 ans à Honda pour trouver la première victoire de l'ère hybride de la Formule 1. Bien évidemment, les époques et les limitations sont différentes, mais ça a le mérite de faire un point de comparaison. Pour que ce soit intéressant pour un constructeur, il faut donc à minima 5 ans de développement pour commencer à être compétitif en Formule 1. 5 ans et une somme considérable pour développer une technologie déjà présente dans une voiture de route depuis 20 ans. L'humiliation n'est pas pour McLaren, mais plutôt pour la Formule 1 tout entière. Preuve que le laboratoire technologique faisant partie de son ADN, entre guillemets, n'est finalement peut-être tout simplement pas sa vocation. Et vous, McLaren avec un moteur Mercedes, vous en pensez quoi ?